Merci d'abord à l'UNEA de m'inviter et de la confiance qu'il me témoigne ainsi. C'est vrai qu'on chemine ensemble depuis quelque temps avec l'UNEA. Et donc, ce qui m'est demandé, c'est de dire un mot sur ce qu'on appelle l'optique inclusive et le mouvement inclusif. Alors, je le ferai volontiers. Tout d'abord, ce qu'il nous faut rappeler ensemble, c'est que cette optique inclusive, de laquelle notre société se préoccupe, elle est dûment inscrite dans une convention internationale sur les droits des personnes en situation de handicap qui a été adoptée par l'ONU, qui a été signée par la France en 2007 et ratifiée par notre pays tout début 2010. Et que l'essence même de cette convention internationale, qui a primauté sur le droit français, suppose que nous réexaminions à la fois nos textes, nos institutions, pour les mettre en conformité avec l'engagement ainsi souscrit par cette convention. Vous le savez, dernièrement, une déléguée spéciale de l'ONU, en l'occurrence Catalina de Vandas, a séjourné en France pour évaluer l'avancée de notre société dans ce mouvement inclusif. Alors, ce mouvement inclusif, qu'est-ce qu'il signifie profondément? Il appelle à une adaptation de nos lieux d'éducation, de nos lieux de travail, d'art, de culture, de manière à ce qu'on retrouve ensemble le sens d'un patrimoine commun qui doit être équitablement partagé. C'est ça le fond de l'affaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la réunion précédente, il ne s'agit pas simplement, dans ce mouvement, de mettre des gens à l'intérieur d'un système, mais de réinterroger ce système-là pour l'assouplir, l'accommoder, penser des accompagnements, penser des auxiliariats, pour que chacun y trouve sa place. Et c'est le sens des entreprises reliées à l'UNEA, qui sont des entreprises soucieuses d'adapter, d'ajuster les contextes professionnels afin que chacun puisse réaliser à sa mesure, et non pas à la norme, à sa mesure, son projet professionnel. Ça touche environ, si ma mémoire est bonne, de l'ordre de 300 personnes, 300 travailleurs en situation de handicap, qui trouvent là un lieu de déploiement de leur potentiel. Et ce mouvement inclusif, il nous interroge très profondément sur le plan anthropologique, philosophique, sur nos visions du monde du travail. Bien sûr, le monde du travail, c'est le monde de la performance attendue, d'une compétitivité et d'une productivité, mais il est attendu aussi sur un registre que l'on finirait par oublier, c'est tout ce qui peut nous humaniser, parce qu'on permet à des personnes de faire œuvre selon leur propre potentiel, non pas à la moyenne. Nombre d'entre eux ne seront jamais à la moyenne telle qu'elle est culturellement construite. Ce qui importe, c'est, malgré cela, comment peuvent-ils trouver leur place? Alors, les entreprises dites adaptées sont des entreprises ordinaires, dont on doit pointer d'emblée la vocation économique, mais elles sont aussi des entreprises qui assurent ce contexte facilitant pour des personnes qui seraient sans cela résolument sur le bord de la route. Il y a une fausse interprétation de l'optique inclusive qui consisterait à penser qu'il s'agit de mettre tout le monde au même endroit et au même moment selon les mêmes conditions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'égalitarisme. Et l'égalitarisme a une façade d'égalité et elle a un revers, c'est qu'elle creuse les inégalités. Ce qui permet d'être équitable, c'est de moduler les contextes, les outils, de manière à ce que chacun puisse se réaliser. Je crois que ce mouvement inclusif qui est inscrit dans le cadre de la convention, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons signée, est souvent assez mal interprété. Il ne s'agit certainement pas d'être dans des visions monolithiques, uniformisantes. Il s'agit au contraire d'être dans des visions excessivement flexibles pour que chacun
et sa place dans la société. Alors, cette notion de société inclusive, elle nous amène, me semble-t-il, à quelques préoccupations premières qui lui donnent sens. Tout d'abord, se dire qu'une société n'est pas un club dans lequel certains auraient un droit d'entrée et les autres étant voués à rester sur le seuil et à demander la permission d'entrer. Par naissance même, nous sommes héritiers de ce patrimoine humain et social commun dont l'univers professionnel fait partie, comme le système éducatif, comme l'art, comme la culture. C'est retrouver le sens d'un patrimoine commun. La deuxième chose qui est fondatrice, à mes yeux, d'une société inclusive, c'est que pour tout humain que nous sommes, il ne suffit pas simplement d'avoir des moyens de vivre ou de survivre. Pour certaines personnes, d'ailleurs, il s'agirait plutôt de sous-vivre. Mais il s'agit de donner à chacun le moyen d'exister parce qu'il se sent utile et reconnu. On peut vivre et finalement ne pas avoir le sentiment d'exister parce qu'on se sent un fardeau, on se sent en trop et on se sent inutile. Évidemment, la hache est nécessaire. Il faut l'augmenter, c'est vrai. Mais tout ça ne suffit pas. Troisième idée, c'est qu'une société inclusive ne peut reposer que sur la notion d'équité. Être équitable. Donner plus à ceux qui ont moins, accompagner ceux qui ont des besoins particuliers. Quatrième point, c'est que ça nous oblige à déconstruire la norme telle que nous l'envisageons. Une norme qui est culturellement construite. On se dit, il y a des gens qui ne sont pas à la norme. Donc s'ils ne sont pas à la norme, ils n'ont pas leur place en éducation. Ils n'ont pas leur place dans le monde du travail. Ils ne peuvent pas être là. Mais la norme, c'est nous qui la construisons. Et un cinquième principe auquel j'accorde beaucoup d'importance, c'est que de manière souvent implicite, souterraine, on finit par hiérarchiser les vies dans nos sociétés et qu'on finit par donner à croire, ou croire soi-même, que des vies sont majuscules et que des vies sont minuscules. Et que ces vies minuscules n'auraient pas vraiment d'intérêt dans la société humaine. Cette forme de hiérarchisation des vies est tout à fait redoutable. Et redonner une place, vous en conviendrez avec moi, dans le monde du travail, c'est-à-dire tu es utile, tu comptes pour quelqu'un, tu es un élément fort de la société, malgré ta faiblesse apparente, c'est redonner un sens commun à la société qui est la nôtre. Et on le comprend, notre propos est éminemment politique au sens premier du terme et au sens noble du terme. Ce qu'il renvoie véritablement à une cité dont l'horizon est un horizon commun. Donc je crois que le mot inclusion, je le dis souvent, est un mot piégé. C'est pour ça que je lui préfère l'adjectif inclusif en ce qu'il s'oppose directement à celui d'exclusif. La société, les lieux de travail, d'éducation, de culture ne peuvent plus comme des exclusivités pour ceux qui ont la chance, par le hasard d'une vie ou d'une naissance, de ne pas être en situation de handicap. Ce n'est pas une exclusivité, ce n'est pas un privilège. Cette notion de patrimoine commun et d'ajustement des lieux me paraît au fondement même de ce qu'on appelle ce mouvement inclusif, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était notre engagement social et en même temps un défi. Je vous remercie.